Daniel Ridgway se tenait dans sa cuisine et regardait son neveu Oliver, 13 ans, picorer un sandwich avec la même précision mécanique qu'autrefois pour nettoyer les canons de fusil. 3 jours s'étaient écoulés depuis les funérailles de James, et le gamin n'avait pas prononcé plus de 10 mots en tout. « Tu n'es pas obligé de le manger si tu n'en veux pas », dit Daniel en posant sa tasse de café plus fort que nécessaire. Ce son fit tressaillir Oliver. « Désolé. » La voix d'Oliver était un murmure. « Je n'ai pas faim. » Daniel étudia le visage du garçon. Des cernes cernaient ses yeux et sa peau était couverte d'un voile gris qui lui rappelait les victimes de traumatismes qu'il avait soignées à l'étranger. Oliver portait une chemise à manches longues malgré la chaleur du mois d'août et ses mains tremblaient légèrement en repoussant l'assiette. « C'est quand la dernière fois que tu t'es douché, gamin ?» La tête d'Oliver se redressa brusquement, la panique traversant son visage. « Je suis propre. Je te le promets. Ce n'est pas ce que je demande. Je me nettoie tous les soirs. J'utilise les lingettes. Je consomme de l'alcool. Je le brûle tout. » Comme Oliver s'arrêta brusquement, son visage pâlissant. Daniel sentit un froid lui monter à l'estomac. « Comme quoi ? » « Rien. Puis-je aller dans ma chambre ?» Avant que Daniel puisse répondre, Oliver était parti. Ses pas rapides et nerveux dans le couloir. Daniel était assis seul à la table de sa cuisine, fixant le sandwich intact et essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Ce soir-là, Daniel frappa à la porte d'Oliver. « Puis-je venir dans une seconde ?» La réponse fut trop rapide, suivie de bruissements et de ce qui ressemblait à quelque chose qu'on poussait sous le lit. Quand Oliver ouvrit enfin la porte, Daniel sentit une forte odeur chimique qui lui brûla le nez. De l'alcool isopropylique assez fort pour stériliser du matériel chirurgical. « Tout va bien ici. » Oliver hocha vivement la tête, mais son regard se porta vers le lit. « Juste en train de faire ses devoirs. » Daniel jeta un coup d'œil au bureau. Pas de livre, pas de papier, juste une lampe projetant une faible lumière sur une surface vide. Quelle matière ? Les mathématiques. Où est ton manuel ? La bouche d'Oliver s'ouvrit et se referma comme un poisson qui halète. J'avais oublié à l'école. Daniel avait été médecin pendant 12 ans avant de devenir contractuel. Il avait appris à lire les signes d'un traumatisme. La façon dont le corps trahissait les mensonges. La respiration rapide d'Oliver, la façon dont il gardait les bras serrés contre lui. L'odeur chimique qui collait à ses vêtements indiquait quelque chose de plus sombre que le chagrin. Oliver, j'ai besoin que tu retrousses tes manches. Quoi ? Pourquoi ? Parce que je m'inquiète pour toi. Ton père m'a demandé de prendre soin de toi, et je ne peux pas le faire si tu me caches des choses. Je ne te cache rien. Alors, retrousse tes manches. Oliver recula jusqu'à ce que ses jambes touchent le lit. Je ne peux pas. Pourquoi pas ? Parce que tu vas voir. La mâchoire de Daniel se serra. Tu vois quoi ? Au lieu de répondre, Oliver fondit en larmes. Des sanglots profonds et déchirants qui le secouaient de tout son corps. Daniel s'avança et prit doucement le poignet du garçon. Oliver ne résista pas tandis que Daniel remontait la manche de sa chemise. Des marques rouges de colère couvraient l'avant-bras d'Oliver. Certaines étaient vieilles, passées au brun. D'autres semblaient fraîches, la peau à vif et enflammée. Elles formaient un motif, délibéré, méthodique, comme si quelqu'un avait utilisé son bras comme terrain d'essai. Seigneur! Daniel sentit ses mains trembler en examinant les marques. Qui t'a fait ça? Oliver s'essuya le nez de sa main libre. Je me suis fait ça toute seule. Il le faut, dit-elle. Je dois brûler la saleté, sinon elle s'étend. Qui a dit ça? Maman. Le sang de Daniel s'est transformé en eau glacée. Ta mère a fait ça. Elle m'a appris à bien me nettoyer. Le savon n'agit pas sur le péché. Il faut utiliser de l'alcool. Il faut le brûler complètement, sinon il s'aggrave. Daniel se força à parler calmement. Montre-moi comment tu te nettoies. Oliver hésita, puis passa la main sous son lit et en sortit un sac plastique. À l'intérieur se trouvaient des cotons, une bouteille d'alcool isopropylique et plusieurs gants de toilette tachés de brun, comme du sang séché. Tous les soirs avant de me coucher, les bras d'abord, puis les jambes, puis le dos. Je n'arrive pas à atteindre tout mon dos, alors il m'arrive de rater des tâches. La voix d'Oliver était neutre. Comme s'il expliquait comment lasser ses chaussures. Ça fait combien de temps que ça dure?
Depuis que j'ai 10 ans. C'est à ce moment-là que maman a dit que j'étais assez grande pour comprendre la saleté. Daniel prit le sac des mains d'Oliver. Tu ne feras plus ça. Mais je dois le faire. Si je ne nettoie pas correctement, le péché se propage. Il se répand dans l'air et rend les autres malades. Écoute-moi. Daniel s'agenouilla. Il était donc à la hauteur du garçon. Il n'y a pas de péché dans ta peau. Il n'y a pas de saleté à brûler. Ta mère t'a menti. Oliver secoua violemment la tête. Non, elle sait ce genre de choses. Elle a étudié. Elle a lu des livres. Quel genre de livres? Des livres religieux. Des livres de médecine. Elle a dit que les garçons ont des saletés différentes des filles. Elle a dit que c'est à cause de ce que les garçons pensent. Daniel sentit un arc lui monter à la gorge. Oliver, tu as 13 ans. Tu n'es censé penser à rien d'autre qu'aux devoirs et aux jeux vidéo. Mais je pense à des choses mauvaises. Et quand j'y pense, je sens la saleté se répandre. Quel genre de choses? Le visage d'Oliver rougit. Les filles. Parfois, je pense aux filles et j'ai des sentiments. Et maman dit, ces sentiments, c'est la saleté qui essaie de sortir. Daniel ferma les yeux et compta jusqu'à 10. Quand il les rouvrit, Oliver le regardait avec l'expression désespérée de quelqu'un qui attend son jugement. Ces sentiments sont normaux. Tous les garçons de ton âge en ont. Ce ne sont ni des saletés ni des péchés. Ça fait juste partie du processus de croissance. Mais maman dit, ta mère avait tort. Les mots restèrent en suspens entre eux. Oliver fixa Daniel avec de grands yeux comme si on venait de lui dire que le ciel était vert. Elle avait tort sur beaucoup de choses, continua Daniel. Et je vais te le prouver. Daniel attendit qu'Oliver s'endorme avant de passer l'appel. Il était assis dans son pick-up devant la maison, son téléphone collé à l'oreille, écoutant la sonnerie qui semblait durer une éternité. Bonjour, Marie. C'est Daniel. Un silence. Oh, bonjour, Daniel. Comment Oliver s'installe-t-il? Sa voix était différente de celle dont il se souvenait de l'enterrement. Plus légère, presque joyeuse. Il traverse une période difficile. Il faut qu'on parle de certaines choses. De quelles choses? Les marques. Sur ses bras. Les brûlures chimiques. Sa façon de sursauter à chaque fois qu'on parle de douche. Un autre silence plus long cette fois. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que oui. Oliver a toujours été un garçon sensible. Il a tendance à se faire mal quand il est bouleversé. J'ai consulté des médecins pour l'aider à traverser cette épreuve. Quel médecin? C'est une information médicale privée. Je suis sa tutrice maintenant. Rien de sa santé ne m'appartient. En fait, Daniel, j'y ai réfléchi. Oliver devrait être avec sa mère pendant cette épreuve. Je vais demander la garde de son enfant au tribunal. Daniel serra le téléphone plus fort que toi. Je suis sa mère. Je sais ce qui est le mieux pour lui. Tu sais ce qui est le mieux pour lui. La voix de Daniel s'éleva. Tu as appris à un garçon de 10 ans à se brûler la peau parce que tu l'as convaincu qu'il était sale. Tu lui as dit que les sentiments normaux étaient un péché. Je n'ai aucune idée des histoires qu'il te raconte, mais Oliver a une imagination débordante. Il consulte une thérapeute pour son problème de mensonge. Quelle thérapeute? Le docteur Elizabeth Crenshaw. Elle l'aide à surmonter sa tendance à inventer des histoires pour attirer l'attention. Daniel a sorti un stylo et a écrit le nom sur sa paume. Je veux ses coordonnées. Je vais d'abord vérifier avec elle. Confidentialité du patient et tout ça. Marie, je veux être très clair sur un point. Si je découvre que tu as fait du mal à ce garçon, je te détruirai. Me menaces-tu? Je te fais une promesse. La ligne a été coupée. Daniel est resté assis dans son camion un long moment, les yeux fixés sur le nom écrit sur sa paume. Puis il a composé un autre numéro. Bureau du shérif du comté de Ridgeway. Ici Daniel Ridgeway. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de la mort de mon frère. Un instant, monsieur. Quelques minutes plus tard, une voix rauque retentit au bout du fil. Ici l'inspecteur Morrison. Je me suis occupé de l'affaire de votre frère. Je suis désolé pour votre perte. Merci. J'ai quelques questions sur les circonstances, monsieur Ridgeway.
Je sais que c'est difficile, mais l'enquête est close. La mort de votre frère a été jugée accidentelle. J'ai consulté le rapport d'autopsie. Les ecchymoses ne correspondent pas à une chute dans les escaliers. Monsieur, je comprends votre deuil, mais remettre en question le médecin légiste ne ramènera pas votre frère à la vie. Les ecchymoses sur ses côtes correspondent à des coups de poing. Celles sur ses bras ressemblent à des blessures de défense. Où avez-vous obtenu une copie du rapport d'autopsie? Je l'ai demandé. J'ai le droit de la consulter. La version de l'inspecteur Morrison. Monsieur Ridgway. Parfois, on voit ce qu'on veut voir. Votre frère avait des antécédents d'alcoolisme. Il est tombé dans un escalier après une soirée. C'est tragique, mais ça arrive. Et le message vocal qu'il m'a laissé 2 jours avant sa mort? Quel message? Daniel a sorti son téléphone et a mis le message sur haut-parleur. La voix de James emplissait le camion, pâteuse mais pressante. Dan, elle se transforme. J'ai peur pour Oliver. S'il m'arrive quelque chose, ne la laissez pas l'emmener, s'il vous plaît. Silence à l'autre bout du fil. Inspecteur, ce n'était pas dans le rapport initial parce que personne n'a pris la peine de consulter ses relevés téléphoniques. Personne n'a parlé à sa famille. Personne n'a regardé au-delà de l'évidence. Monsieur Ridgway, si vous avez des preuves d'un acte criminel, vous devez les apporter au poste. J'en ai l'intention, mais d'abord, je dois savoir pourquoi l'enquête a été close si vite. Je ne peux pas parler d'enquête en cours. L'enquête est close. Vous venez de le dire. Nouveau silence. La femme de votre frère a fait une déclaration. Elle a dit qu'il buvait beaucoup depuis qu'il avait perdu son emploi. Elle a dit qu'il parlait de suicide. James n'a pas perdu son emploi. Il a démissionné parce que Marie le faisait rentrer à la maison pendant les pauses déjeuner pour prendre des nouvelles d'Oliver. Elle n'en avait pas parlé. J'en suis sûr. Qu'a-t-elle omis d'autre? Monsieur, je pense que vous devriez venir demain matin. Apportez la messagerie vocale. Apportez tout ce que vous jugez pertinent. Je serai là à 9 heures. Daniel raccrocha et fixa son reflet dans le rétroviseur. James avait essayé de protéger Oliver. Il savait que quelque chose n'allait pas et il était mort en essayant de sauver son fils. C'était maintenant le tour de Daniel. T2 du matin. Daniel entendit du mouvement dans le couloir. Des pas légers, attentifs à ne réveiller personne. Il était resté allongé dans son lit pendant des heures, les yeux rivés au plafond et repensant à sa conversation avec l'inspecteur Morrison, qu'il se leva et se glissa jusqu'à la porte de sa chambre, l'ouvrant juste assez pour voir au bout du couloir. La porte d'Oliver était fermée, mais la lumière filtrait par en dessous. Daniel attendit, écoutant un léger grattement, comme si quelqu'un traînait quelque chose sur le sol. Daniel s'approcha de la porte d'Oliver. L'odeur chimique était maintenant plus forte, suffisamment forte pour lui faire pleurer les yeux. Il colla son oreille à la porte et entendit la voix d'Oliver, à peine audible. Les bras d'abord. Purifie le péché. Brûle tout. L'estomac de Daniel se noua. Il tourna lentement la poignée de la porte, priant pour qu'elle ne grince pas. Oliver était assis par terre à côté de son lit, torse nu, un sac de provisions étalé autour de lui. Il tournait le dos à la porte, et Daniel pouvait voir d'autres marques sur ses omoplates et sa colonne vertébrale. Certaines étaient de vieilles cicatrices, blanches et saillantes. D'autres étaient récentes, la peau rouge et enflammée. Oliver tenait un coton imbibé d'alcool isopropylique. Il le pressa contre une marque sur son avant-bras et le maintint là, le corps raidi par la douleur. Brûle la saleté, murmura Oliver. Purifie tout. Daniel regarda, horrifié, Oliver déplacer le coton vers une autre marque. Le corps du garçon tremblait de tous ses membres, mais il n'émit aucun son. Ça suffit. Oliver se retourna et laissa tomber le coton. Son visage était couvert de larmes et sa respiration était haletante. Je n'avais pas fini. Je dois finir. Daniel entra dans la pièce et s'agenouilla près d'Oliver. Non, tu ne dois pas finir. Si, je dois finir. Si je ne finis pas, le péché se propage. Il se répand dans l'air et rend les autres malades. Oliver, regarde-moi. Les yeux du garçon étaient vitreux, perdus dans le vide. Il était dans une sorte de transe, faisant des gestes qu'il avait répétés des centaines de fois. Je regarde. Est-ce que j'ai l'air malade à tes yeux? Quoi? Tu vis ici depuis 3 jours.
Tu es constamment près de moi. Si ce péché imaginaire pouvait se propager dans l'air, ne serais-je pas malade maintenant? Oliver cligna des yeux, la confusion remplaçant son regard vitreux. Je suppose. Et à l'école? Tu es entouré d'autres enfants toute la journée. Est-ce qu'ils tombent malades? Non. Alors peut-être que ta mère avait tort sur la propagation du péché. Oliver secoua la tête. Elle s'y connaît. Elle a étudié. Qu'a-t-elle étudié? Des livres de médecine. Des livres religieux. Elle a une bibliothèque entière. Daniel prit la bouteille d'alcool isopropylique et lut l'étiquette. C'est de l'alcool isopropylique à 90%. C'est fait pour nettoyer les plaies, pas pour brûler la peau. Mais maman dit, je sais ce que tu as dit, mais je suis médecin, Oliver. J'ai utilisé ce produit pour nettoyer de vraies blessures sur des soldats qui se vident de leur sang. Il ne faut pas le mettre sur une peau saine. Oliver baissa les yeux vers ses bras, voyant les marques comme si c'était la première fois. Alors pourquoi ça fait si mal? Parce que ça te brûle. Parce que tu te fais du mal. Mais je dois le faire. Je dois purifier le péché. Daniel tendit la main et prit doucement la bouteille des mains d'Oliver. Et si je te disais qu'il n'y a pas de péché? Et si je te disais que tout ce que ta mère t'a appris à ce sujet était un mensonge? Puis la voix d'Oliver se brisa. Alors je me suis fait du mal pour rien. C'est exactement ce que je te dis. Oliver fixa ses bras, les brûlures fraîches et les vieilles cicatrices. Elle dit, les garçons ont la saleté dans la peau. Elle a dit, c'est à cause de ce que pensent les garçons. Et toi, à quoi penses-tu? Parfois, je pense aux filles. Parfois, je pense à embrasser quelqu'un. Et quand j'y pense, je sens la saleté se répandre. Les poings de Daniel se serrèrent. Oliver, tous les garçons de ton âge pensent aux filles. C'est normal. C'est sain. Ça fait partie de la croissance. Mais maman a dit, ta mère t'a menti. Elle t'a fait croire que les sentiments normaux étaient mauvais pour pouvoir te contrôler. Oliver pleurait maintenant. De profonds sanglots le secouaient de tout son corps. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Daniel ramassa les cotons et l'alcool, les remit dans le sac. Ça s'arrête maintenant. Plus de brûlures. Plus de produits chimiques. Plus de mal à se faire. Mais si le péché se propageait? Il ne se propagerait pas, car il n'y a pas de péché. Oliver leva vers lui un regard désespéré. Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu le vrai péché, mon garçon. J'ai vu ce qui arrive quand les gens font vraiment le mal. Et crois-moi, ça ne te fait pas mal. Daniel aida Oliver à se relever et lui tendit une chemise propre. Demain, on va voir un médecin. Un vrai médecin. Et on va commencer à réfléchir à comment t'aider à guérir. Et si maman l'apprenait? Laisse-moi m'occuper de ta mère. Oliver enfila une chemise et grimpa au lit. Daniel le borda dans la couverture comme James le faisait quand ils étaient enfants. Oncle Dan. Ouais, j'ai peur. Je sais, mais tu es en sécurité maintenant. Et je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Daniel pensait chaque mot. En retournant dans sa chambre, il planifiait déjà sa prochaine action. Il avait des photos des blessures d'Oliver sur son téléphone. Il avait le message vocal de James. Il avait clairement des antécédents de maltraitance. Maintenant, il lui fallait juste monter un dossier qui ferait enfermer Marie pour de bon. Daniel était assis en face de Kendra Alco dans son bureau du centre-ville, la regardant feuilleter les photos des blessures d'Oliver. L'avocat était plus jeune qu'il ne l'aurait cru, peut-être 35 ans, avec un regard perçant et une attitude neutre qui lui rappelait les meilleurs officiers sous lesquels il avait servi. Ce sont des abus systématiques, dit Kendra en posant les photos. Mais prouver cela au tribunal va être complexe. Que voulez-vous dire? Votre neveu a été conditionné à croire qu'il se faisait du mal pour son propre bien. Sa mère peut argumenter qu'elle soignait un trouble d'automutilation, et non qu'elle le provoquait. Daniel se pencha en avant. Vous avez vu les marques. Ce ne sont pas des coupures ou des égratignures aléatoires. Ce sont des brûlures chimiques délibérées appliquées selon un schéma précis. Je suis d'accord, mais il nous faut plus que des photos et le témoignage d'un enfant traumatisé. Il nous faut des documents, des dossiers médicaux, la preuve qu'il s'agissait d'abus intentionnels, et non d'un traitement mal avisé.
Quel genre de preuve? Kendra sortit un bloc-notes et commença à écrire. D'abord, nous avons besoin du dossier médical complet d'Oliver, de chaque visite chez le médecin, de chaque ordonnance, de chaque traitement. Si Marie essayait vraiment de l'aider, il devrait y avoir des traces de consultation médicale légitime. Et s'il n'y en a pas, alors on a notre premier élément de preuve qu'il ne s'agissait pas d'un traitement médical. Daniel hocha la tête. Quoi d'autre? On a besoin de témoignages. Oliver en a-t-il déjà parlé à quelqu'un? Des professeurs, des amis, de la famille? Je ne sais pas. Il a été assez isolé. Et sa sœur Naomi? Exact. Elle a 11 ans. Oui. Elle vit avec Marie. On doit lui parler. Si Marie maltraitait Oliver, il y a de fortes chances que Naomi en ait été témoin. Daniel sentit son estomac se serrer. Tu penses qu'elle fait du mal à Naomi aussi? Je pense qu'on doit le découvrir. Les agresseurs d'enfants ne se limitent généralement pas à une seule victime. Kendra continua d'écrire. On doit aussi établir un schéma de contrôle et de manipulation. Tu as mentionné que le père d'Oliver avait démissionné parce que Marie le faisait rentrer à la maison pendant les pauses déjeuner. C'est ce que James m'a dit. On doit documenter ça. Ses relevés d'emploi, les témoignages de ses collègues, tout ce qui montre que Marie exerçait un contrôle inhabituel sur la famille. James est mort. Je sais, mais d'autres personnes ont peut-être remarqué le schéma. Il faut les retrouver. Daniel sortit son téléphone et écouta le message vocal de James. Kendra écouta attentivement, son expression s'assombrissant à chaque mot. C'est bien, dit-elle à la fin. Cela prouve que James s'inquiétait pour la sécurité d'Oliver et qu'il soupçonnait Marie d'être la menace. La police n'a pas jugé cela important. Elle enquêtait sur un décès accidentel. On monte un dossier pour maltraitance infantile systématique. Des normes de preuves différentes. Kendra se renversa dans son fauteuil. Daniel, j'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. D'accord? Es-tu prêt à assumer le coup? Je ne parle pas d'argent. Je parle de ce que cela va faire à Oliver et Naomi de voir les violences subies par leur mère révélées au tribunal. Daniel n'hésita pas. Oliver se brûle avec de l'alcool isopropylique tous les soirs parce qu'il pense que ses sentiments normaux sont un péché. Si ça ne vaut pas la peine de se battre, alors rien ne vaut la peine. Et si Marie riposte, si elle t'accuse d'avoir incité Oliver à mentir, si elle essaie de te présenter comme un tuteur incompétent, alors on s'en occupera. Kendra sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans son bureau. Tant mieux, parce qu'elle va te balancer tout ce qu'elle a. Elle se leva et se dirigea vers un classeur, en sortant un épais dossier. J'ai déjà traité des cas comme celui-ci. L'agresseur prétend toujours vouloir aider. Il a toujours des explications pour tout. Il essaie toujours de faire passer la victime pour le problème. Alors, comment gagner? On documente tout. On monte un dossier si solide que Marie ne peut pas s'en défaire. Et on s'assure que chaque élément de preuve mène à la même conclusion. Maltraitance systématique et intentionnelle. Daniel regardait Kendra étaler des papiers sur son bureau. Par où commencer? On commence par le dossier médical d'Oliver. Je vais avoir besoin que tu signes des formulaires pour que je puisse les demander à son pédiatre. Et si le médecin refuse de les lui communiquer? On obtiendra une ordonnance du tribunal. Mais la plupart des médecins coopéreront lorsqu'ils comprendront que nous enquêtons sur une maltraitance infantile. Daniel a signé les formulaires. Son écriture était ferme malgré la colère qui montait dans sa poitrine. Combien de temps cela va-t-il prendre? Cela dépend de ce que nous découvrirons. Si nous pouvons prouver que Marie était. Si Oliver était sous traitement sans surveillance médicale adéquate, on pourrait peut-être la faire arrêter d'ici quelques semaines. Le soigner. Vous avez dit qu'Oliver avait mentionné que sa mère lisait des livres de médecine. Vous avez dit qu'elle avait des explications pour tout. Cela suggère qu'elle le soignait peut-être avec de vrais médicaments, pas seulement pour les brûlures dues à l'alcool. Daniel sentit un frisson lui parcourir le dos. Quel genre de médicaments? Des anxiolytiques, des antidépresseurs, peut-être même des antipsychotiques si elle était vraiment convaincue qu'il souffrait de troubles mentaux. Elle pouvait le faire. Lui donner simplement des médicaments sur ordonnance. Si elle y avait accès, oui. Et si elle prenait des ordonnances sous de faux prétextes, c'est un délit multiple. Kendra a rassemblé les papiers et les a rangés dans un nouveau dossier au nom de Daniel.
Je vais commencer par le dossier médical. Pendant ce temps, je veux parler à Oliver pour savoir si sa mère lui a déjà donné des comprimés ou des médicaments liquides. Et s'il ne s'en souvient pas? On trouvera d'autres moyens de le prouver. Dossier de pharmacie, demande d'assurance, tout ce qui le prouve. Marie se procurait des médicaments pour un enfant. Daniel se leva, se sentant plus léger que jamais. Ils avaient enfin un plan. Et Naomi? Quand allons-nous lui parler? Prudemment. On ne peut pas la prendre dans ses bras et commencer à lui poser des questions. Il faut passer par les voies appropriées, en présence d'un psychologue pour enfants qualifié. Comment organiser ça? Laissez-moi faire. J'ai des contacts au tribunal des affaires familiales. On organisera une visite supervisée où Naomi pourra parler à un thérapeute en l'absence de Marie. Daniel serra la main de Kendra, d'une main ferme et confiante. Merci. Ne me remerciez pas encore. On n'a rien gagné, mais on va se battre et utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour protéger ses enfants. En quittant le cabinet, Daniel sortit son téléphone et appela tous les numéros de son école. Il était temps de commencer à poser des questions sur l'implication de Marie dans l'éducation de son fils, et il était temps de découvrir quels autres secrets elle cachait. La cabane se trouvait à 20 mètres de la ville, entourée de pins et de ce silence qui faisait la réputation des citadins. Nerveux. Daniel l'avait acheté des années auparavant pour s'y réfugier, pour décompresser après des contrats particulièrement difficiles. Maintenant, il servait à autre chose. Naomi était assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes et mangeant des crêpes comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Elle était plus petite qu'Oliver, avec les mêmes cheveux noirs et le même regard sérieux. Mais là où Oliver se tenait comme un chien battu, Naomi semblait hyper consciente de tout ce qui l'entourait. « C'est vraiment bon, dit-elle. Du sirop dégoulinait de son menton. « Merci. La recette de ma mère. Maman ne fait plus de crêpes. Elle dit que le sucre rend les enfants nerveux. » Daniel posa sa tasse de café. Que prépare-t-elle au petit déjeuner? Des flocons d'avoine. Nature. Parfois avec un peu de miel si Oliver a été sage. Que doit faire Oliver pour être sage? La fourchette de Naomi s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Se laver correctement. Suivre les règles. Ne pas avoir de mauvaises pensées. Quel genre de règles? Les règles du nettoyage. Les règles du silence. Les règles du toucher. Daniel sentit son pouce accélérer. Quelles sont les règles du toucher? Les garçons. On ne peut pas toucher les filles. Les filles ne peuvent pas toucher les garçons. Même pas les contacts familiaux. Maman dit que ça propage les microbes. Et les câlins? Les câlins, c'est bien parfois, mais seulement si maman dit que c'est bien, et seulement si Oliver est propre depuis une semaine entière. Daniel regardait Naomi manger ses crêpes, essayant de comprendre ce qu'elle lui disait. Naomi, Oliver t'a-t-il déjà dit pourquoi il doit se nettoyer? Parce que les garçons ont de la crasse sous la peau. C'est différent de la crasse des filles. La crasse des garçons est plus profonde et plus difficile à nettoyer. Ta mère te l'a dit? Elle me dit plein de choses. Elle dit, j'ai de la chance d'être une fille parce que la crasse des filles est plus facile à nettoyer, mais je dois quand même faire attention avec Oliver. Attention, comment? Je dois le surveiller. Je dois m'assurer qu'il nettoie bien. Parfois, maman me rend excellente en ménage. Daniel posa sa tasse de café plus fort qu'il ne le voulait. Comment ça, excellent en ménage? Comme à l'école, je dois regarder ses bras et son dos et lui donner une note. A pour parfaitement propre. F pour immobile sale. Que se passe-t-il s'il a un F? Il doit nettoyer à nouveau. Parfois, il doit nettoyer 3 ou 4 fois avant d'avoir une bonne note. Et tu as dû le regarder faire. Naomi hocha la tête. Son expression était neutre. Maman dit que c'est important pour moi d'apprendre à savoir si quelqu'un est propre. Elle dit que j'aurai besoin de le savoir quand je serai plus grande. Daniel se sentait mal. Naomi, ça fait combien de temps que ça dure? Depuis qu'Oliver a 10 ans. C'est là que maman a dit qu'il était assez grand pour comprendre la saleté des garçons. Et tu notes son nettoyage depuis? Oui, je suis doué. Je peux voir quand il rate des endroits. Daniel se pencha en avant. Naomi, j'ai une question importante à te poser. Est-ce que ta mère t'a déjà fait du mal? Me faire du mal?
Comment? T'as-t-elle déjà frappé? T'as-t-elle déjà obligé à te nettoyer avec de l'alcool comme Oliver? Naomi secoua la tête. Non. Maman dit, la saleté des filles, c'est différent. On n'a pas besoin d'alcool. Juste du savon et du récurage. Mais elle ne t'a jamais fait de mal. Pas comme Oliver. Mais parfois, elle m'enferme dans la salle de bain avec lui pendant qu'il fait le ménage. Elle dit, j'ai besoin d'apprendre ce qui arrive aux enfants qui ne respectent pas les règles. Elle t'enferme dans la salle de bain juste quelques heures, le temps qu'Oliver se débarrasse de toute la crasse. Parfois, il pleure, mais maman dit que c'est juste la crasse qui quitte son corps. Daniel se leva et se dirigea vers la fenêtre en essayant de contrôler sa respiration. Dehors, le docteur Sarah Chan installait son matériel dans le salon. La psychologue pour enfants était venue de la ville spécialement pour cette conversation. Naomi, dit Daniel en se retournant vers elle. Je veux te présenter quelqu'un. Elle s'appelle le docteur Chan, et elle est vraiment douée pour parler aux enfants des choses difficiles. Va-t-elle me poser des questions sur maman? Probablement. Ça te va? Naomi, réfléchis seras-tu là? Si tu veux que je sois là, d'accord, mais je ne veux pas avoir d'ennui pour avoir parlé de choses familiales. Tu n'auras pas d'ennui, promis. Le docteur Chan était une petite femme au regard bienveillant et aux manières douces qui mettaient immédiatement Naomi à l'aise. Elle lui faisait dessiner pendant qu'elle parlait, une technique qui aidait les enfants à gérer les émotions difficiles. Peux-tu me faire un dessin de ta maison? Demanda le docteur Chin. Naomi prit un crayon et commença à dessiner. Voici le salon. Voici la cuisine. Voici la salle de bain où Oliver se nettoie. Parlez-moi de la salle de bain. C'est là qu'Oliver doit aller quand il a été sale. Maman verrouille la porte pour qu'il ne puisse pas sortir tant qu'il n'est pas propre. Combien de temps y reste-t-il? Parfois toute la nuit. Parfois seulement quelques heures. Ça dépend de son degré de saleté. Le docteur Martinez prenait des notes sur son carnet. Et tu as dit que ta mère te faisait regarder parfois. Oui. Elle dit, il faut que j'apprenne à savoir si quelqu'un est vraiment propre. Que fait Oliver quand il est aux toilettes? Naomi prit un crayon rouge et commença à faire des marques sur le bonhomme allumette qu'elle avait étiqueté Oliver. Il utilise les boules de coton et l'alcool. Il les met sur ses bras et son dos et les maintient là jusqu'à ce qu'il cesse de brûler. Demande-t-il de l'aide parfois? Parfois. Mais maman dit que si je l'aide, je vais me salir aussi. Que fais-tu quand il demande de l'aide? Je lui dis d'être courageux. Je lui dis que ce sera bientôt fini. Parfois, je compte pour l'aider à savoir combien de temps tenir les boules de coton. Le stylo du docteur Martinez s'est arrêté de bouger. Tu comptes pour lui? Oui, maman m'a appris. Je compte jusqu'à 60 pour chaque tâche. C'est le temps qu'il faut pour brûler toute la crasse. Daniel sentit ses poings se serrer. Il alla à la cuisine et appela Kendra. Il faut qu'on aille plus vite, dit-il quand elle répondit. Que as-tu découvert? Marie a forcé Naomi à participer aux abus d'Oliver. Elle l'a utilisé comme surveillante pour s'assurer qu'Oliver se faisait du mal correctement. Bon sang. Et elle l'enferme dans la salle de bain pendant des heures, le forçant à se brûler jusqu'à ce que Naomi lui donne la note de passage. C'est de l'emprisonnement et de la mise en danger d'enfant. On peut l'arrêter aujourd'hui si on a les documents nécessaires. Le docteur Chin documente tout. Naomi lui raconte des choses à vous dresser les cheveux sur la tête. Parfait. J'ai reçu le dossier médical du pédiatre d'Oliver. Vous allez vouloir le voir. Qu'avez-vous trouvé? Marie a délivré des ordonnances d'anxiolytiques sous le nom de James et la date de naissance d'Oliver. Elle a soigné ce garçon pendant 3 ans sans surveillance médicale appropriée. Daniel a senti la pièce tourner. Quel genre de médicament? Du clonazepam. C'est un puissant anxiolytique. Elle lui donnait des doses pour adultes. Comment a-t-elle obtenu ces ordonnances? Elle utilisait des carnets d'ordonnances périmés de l'ancien médecin de famille de James. La pharmacie ne l'a pas détecté, car elle répartissait les ordonnances sur plusieurs sites. C'est une fraude. Des délits multiples. Fraude à l'ordonnance, mise en danger d'enfants, exercice de la médecine sans autorisation. Daniel regardait par la fenêtre. Le docteur Martinez continuait à parler à Naomi. La petite fille dessinait un autre dessin. Celle-ci montre un bonhomme allumette enfermé dans une petite pièce.
À quelle vitesse pouvons-nous avancer? Je rédige une demande de garde d'urgence en ce moment. Avec le rapport du docteur Martinez et le dossier médical, nous pouvons faire retirer les 2 enfants à Marie d'ici demain. Et les poursuites pénales? C'est au procureur de décider. Mais avec autant de preuves, je dirais qu'elle risque une lourde peine de prison. Daniel sentit un poids se lever de ses épaules. Que attendez-vous de moi? Continuez à tout documenter. Obtenez le rapport du docteur Martinez et préparez Oliver à ce qui va arriver. Ça va vite mal tourner. Je serai prêt. En raccrochant, Daniel entendit Naomi parler au docteur Martinez du système de notation que Marie lui avait appris. La manière clinique dont elle décrivait son frère se blesser lui retourna l'estomac, mais le rendit aussi plus déterminé que jamais à s'assurer que Marie paie pour ce qu'elle avait fait. Daniel se gara devant la pharmacie Preston à 8 heures du matin, regardant par la fenêtre le pharmacien déverrouiller la porte d'entrée. Il avait été debout toute la nuit en lisant le rapport préliminaire du docteur Chin, et les détails lui ont donné envie de mettre son poing à travers un mur. Le pharmacien était un homme mince dans la cinquantaine avec des yeux prudents et le genre de manière précise qui provenait d'années de manipulation de substances contrôlées. Son nom a lu, Robert Preston, Pharmy. Puis-je vous aider? Daniel a sorti ses papiers d'identification et de tutelle. Je suis Daniel Ridgeway. Je suis le tuteur légal d'Oliver Ridgeway, 13 ans. Preston a soigneusement examiné les documents. Que puis-je faire pour vous, monsieur Ridgeway? J'ai besoin de connaître les prescriptions remplies pour Oliver au cours des 3 dernières années. Plus précisément, tous les médicaments contre l'anxiété ou la dépression. J'aurais besoin de rechercher cela. Puis-je demander pourquoi? J'ai des raisons de croire que sa mère le médicamentait sans supervision médicale appropriée. L'expression de Preston est devenue sérieuse. C'est une allégation sérieuse. Travaillez-vous avec les forces de l'ordre? Avec mon avocat? Nous construisons un cas pour la maltraitance des enfants. Je vois. Permettez-moi de vérifier nos dossiers. Preston a disparu dans l'arrière-salle, laissant Daniel seul avec ses pensées. À travers la fenêtre, il pouvait voir l'école primaire où Oliver et Naomi ont suivi des cours. Combien de personnes avaient vu des signes d'abus et rien dit? Monsieur Ridgeway. Daniel a tourné. Preston tenait une imprimée informatique, son visage pâle. J'ai trouvé plusieurs prescriptions pour Oliver Ridgeway, toutes remplies par Marie Ridgeway, inscrites comme sa mère. Quels médicaments? Clonazepam principalement. Aussi quelques prescriptions de sommeil, de sida et d'antidépresseurs. Ces médicaments appropriés sont-ils pour un enfant de 13 ans? Pas dans ces doses. Ce sont des doses adultes et le clonazepam est rarement prescrit aux enfants, sauf dans des circonstances très spécifiques. Daniel sentit son battement de colère. Qui a écrit les ordonnances? C'est le problème. Ils sont tous écrits par le docteur Marcus Webb, mais le docteur Webb a pris sa retraite il y a 2 ans, et selon son ancien bureau, ces numéros de prescription ne correspondent pas à leur dossier, donc ils sont faux, je crois. Ainsi, le coussin de prescription semblait être légitime, mais les chiffres ne correspondent pas au dossier du médecin. Daniel a sorti son téléphone et a appelé Kendra. Je suis à la pharmacie. Nous avons une fraude sur ordonnance. À quel point? 3 ans de fausses ordonnances. Tout pour les doses adultes de médicaments anxieux. C'est un crime fédéral. J'appelle le FBI. De quoi avez-vous besoin de moi? Obtenez des copies de tout. Et a demandé au pharmacien s'il était prêt à témoigner. Daniel regarda Preston, qui regardait toujours l'impression informatique. Monsieur Preston, seriez-vous prêt à témoigner de ces prescriptions devant le tribunal contre Marie Ridgeway? Absolument. J'aurais dû attraper cela plus tôt. Pourquoi tu n'as pas? Elle les répartissait sur des multiples pharmacies. Nous n'avons pas de base de données centralisée pour les substances contrôlées, donc chaque pharmacie ne voyait qu'un petit morceau du motif. Combien d'autres basés sur les dates? Je suppose au moins 4 ou 5. Elle les tournait pour éviter les soupçons. Le téléphone de Daniel a sonné. Kendra, je viens de décrocher avec le bureau du procureur. Ils ouvrent une enquête criminelle. Ils veulent interviewer Oliver et Naomi aujourd'hui. Les enfants sont-ils prêts pour cela? Le docteur Chin le pense. Elle les prépare à la possibilité d'avoir à témoigner. Et Marie? C'est elle que nous enquêtons? Pas encore, mais elle le fera bientôt.
Je dépose la pétition de garde cet après-midi. Daniel regarde Preston faire des copies des enregistrements de prescription. Combien de temps avant qu'elle ne soit arrêtée? Pourrait être dès demain. Le procureur traite cela comme un cas prioritaire. Bon. Daniel, il y a autre chose. J'ai reçu un appel de l'école Oliver. Apparemment, Marie leur a dit qu'Oliver a de graves problèmes de comportement et qu'elle a fait ses études à la maison à temps partiel pour faire face à ces problèmes. Quel genre de problème? Autodommage, mensonge, comportement sexuel inapproprié. Daniel sentit sa tension artérielle. Elle crée une couverture. Exactement. Elle documente les problèmes d'Oliver depuis des années. Probablement au cas où quelqu'un a jamais remis en question ses méthodes de traitement. Que dit l'école? Ils disent qu'Oliver est calme mais bien comporté. Aucun problème de comportement. Aucun problème avec les autres étudiants. Donc, elle leur mentait aussi. Elle crée une piste papier pour soutenir sa version des événements, mais cela va se retourner contre elle en cours. Daniel a pris les copies de Preston et s'est dirigé vers la porte. Je rentre chez moi pour parler à Oliver. Il a besoin de savoir ce qui s'en vient. Soyez doux avec lui. Cela va être traumatisant. Plus traumatisant que de se brûler avec de l'alcool frotté tous les soirs. Point pris. Alors que Daniel rentrait chez lui, il pensa à la conversation qu'il allait avoir avec Oliver. Le garçon faisait des progrès, prenant de vraies douches et mangeant des repas réguliers. Mais il tressaillit toujours par des sons inattendus, et il portait toujours des manches longues pour cacher ses cicatrices. Il était temps de lui dire que sa mère ne se trompait pas sur le rituel de nettoyage. C'était un criminel qu'il avait systématiquement abusé depuis des années, et il était temps de le préparer pour le combat qui allait arriver. La salle d'audience sentait le vieux bois et les rêves brisés. Daniel s'est assis à côté de Kendra à la table du demandeur, regardant Marie entrer avec son avocat. Elle avait l'air plus petite qu'il ne se souvenait, plus fragile, comme une femme qui avait été prise dans un mensonge et essayait de comprendre comment en parler. Son avocat était un homme habillé du nom de Mitchell Kane, qui s'est spécialisé dans la défense des cas difficiles. Il avait le genre de confiance en douceur qui venait d'années de faire croire au jury que le noir était blanc. Votre honneur, a déclaré Kane, debout pour s'adresser au juge. Mon client est ici aujourd'hui pour demander la garde de ses enfants qui ont été emmenés de son domicile sans processus juridique approprié. La juge Patricia Hawkins, une femme sévère dans la soixantaine, a regardé les papiers devant elle. Monsieur Kane, il s'agit d'une audience sur la pétition de garde d'urgence déposée par Monsieur Ridgway. Votre client est le répondant. Oui, votre honneur, mais nous pensons que toute cette procédure est basée sur de fausses allégations faites par un enfant traumatisé qui a été entraîné pour mentir sur sa mère. Kendra se leva. Objection, votre honneur. Il n'y a aucune preuve qu'Oliver Ridgway a été entraîné pour mentir sur quoi que ce soit. Rejeté. Monsieur Kane, vous aurez l'occasion de présenter votre cas. Mademoiselle Alco, veuillez procéder à votre déclaration d'ouverture. Kendra se dirigea vers le centre de la salle d'audience, ses mouvements confiants et délibérés. Votre honneur, cette affaire concerne la maltraitance des enfants déguisés en traitement médical. Au cours des 3 dernières années, Mary Ridgway a obligé son fils de 13 ans, Oliver, à brûler sa propre peau avec de l'alcool frotté tout en le convainquant que les sentiments d'adolescents normaux étaient des signes de contamination spirituelle. Marie se pencha en avant et chuchota quelque chose à son avocat. Daniel regarda son visage, à la recherche de signes de culpabilité ou de remords. Au lieu de cela, il a vu le calcul. Les preuves montrent, a poursuivi Kendra, que Madame Ridgway a médiciné Oliver avec de puissants médicaments anti-anxiété obtenus par fraude sur ordonnance. Elle utilise sa fille de 11 ans, Naomi comme moniteur, pour s'assurer qu'Oliver infligeait suffisamment de douleur pour répondre à ses normes de propreté. Objection, a déclaré Kane. Le langage inflammatoire a été remplacé. Continuez. Mademoiselle Alco. Les preuves montrent également que le père d'Oliver, James Ridgway, était au courant de ses abus et prévoyait de retirer ses enfants de la garde de Marie lorsqu'il est décédé dans des circonstances suspectes. Daniel a vu la mâchoire de Marie se resserrer. C'était la première fois que quiconque a suggéré publiquement que la mort de James n'était pas accidentelle. Votre honneur, dit Kendra, levant un dossier épais. Nous avons des dossiers médicaux, des dossiers de pharmacie, des témoignages et des preuves physiques qui peignent une image claire des abus systématiques délibérés. Elle est retournée à la table et a pris une photo.
C'est le bras d'Oliver pris il y a 4 jours. Ce sont des brûlures chimiques infligées sur une période d'années dans un schéma délibéré. Le juge Hawkins a examiné la photographie, son expression de plus en plus sombre. Monsieur Quint, comment votre client explique-t-il ces blessures? Votre honneur, Oliver Ridgway souffre d'un grave trouble de l'automutilation. Mon client a travaillé avec des professionnels de la santé pour l'aider à surmonter son comportement compulsif. Quel professionnel de la santé? Quint a traversé ses papiers. Le docteur Elizabeth Crenshaw, un thérapeute agréé qui a traité Oliver pour des comportements de mensonge et d'autodommage. Quindra se leva. Votre honneur, nous avons contacté le bureau du docteur Crenshaw. Elle n'a aucune trace de traitement d'Oliver Ridgway. Est-ce vrai, monsieur Quint? Nous avions du mal à localiser les dossiers du docteur Crenshaw. Le juge Hawkins s'est penché en avant. Tu me dis que le docteur Crenshaw n'existe pas? Non, votre honneur. Nous avons simplement des difficultés à vérifier ces références. Je vois. Mademoiselle Alco, veuillez appeler votre premier témoin. L'État appelle le docteur Sarah Chain. Le docteur Chain a pris position avec le même professionnalisme calme qu'elle avait montré dans la cabine. Elle a témoigné sur ses entretiens avec Oliver et Naomi, décrivant en détail la nature systématique des abus. À mon avis professionnel, le docteur Chain a déclaré, Oliver Ridgway a été victime de violences psychologiques et physiques sévères. Traitement thérapeutique? Eux-mêmes le font généralement dans les zones cachées et dans des motifs aléatoires. Sont visibles, systématiques et suivent un protocole délibéré qu'il pourrait décrire en détail. Mais n'aurait-il pas pu développer ce protocole lui-même? Un enfant de 10 ans ne développe pas un rituel complexe impliquant une terminologie médicale et des concepts religieux sans orientation pour adultes. Quindra a appelé Oliver sur le stand. Le garçon se dirigea vers la boîte des témoins, la tête baissée, ses manches se sont arrêtées pour couvrir ses cicatrices. Oliver, dit doucement Quindra, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous parliez le juge du rituel de nettoyage. La voix d'Oliver était à peine audible. Chaque nuit avant de me coucher, je devais me nettoyer. Comment vous êtes-vous nettoyé? Avec des boules de coton et de l'alcool frotté. Maman a dit que le savon ne nettoierait pas le péché des garçons. Quel péché? Le péché qui vient de penser de mauvaises pensées sur les filles. Daniel regarda le visage de Marie. Elle regardait Oliver avec une expression de rage à peine contrôlée. Qui vous a appris à consommer de l'alcool à friction? Quindra a demandé. Maman, dit-elle, c'était le seul moyen de brûler complètement la saleté. Et que s'est-il passé si vous ne vous nettoyez pas? Le péché se propagerait. Il se mettrait dans les airs et rendrait les autres malades. Le témoignage d'Oliver a duré 1 heure. Il a décrit le système de notation, la salle de bain verrouillée, les médicaments qui lui ont fait se sentir endormi et confus. À chaque révélation, l'expression du juge Hawkins est devenue plus sévère. Cain inter-examen a été bref. Oliver, aimez-vous votre mère? Oui. Et vous connaissez votre oncieur? Écrasant. Cain, le juge Hawkins a déclaré, votre client souhaite-t-il témoigner? Oui, votre honneur. Marie a pris la position avec une robe bleu foncé et une expression soigneusement composée. Elle ressemblait à une mère en deuil qui avait été accusée à tort. Madame Ridgway a déclaré, veuillez parler au tribunal de l'état de votre fils. Oliver a toujours été un enfant en difficulté. Il a commencé à se blesser quand il était très jeune et j'ai essayé de l'aider depuis. Comment l'avez-vous aidé? J'ai recherché beaucoup son état. Médication. Oliver was prescribed dose medication by Dr. Webb. He was simply following his treatment plan. Mrs. Ridgway Quindra said during cross-examination. Dr. Webb retired 2 years ago. How are you getting prescription from a retired doctor? He had leftover prescription pad from his office. You had leftover prescription pad? Yes. He gave them to me before he retired. Mrs. Ridgway, isn't it true that you stole those prescription pad? Objection. Soutenu. Dr. Webb, mais Oliver n'avait que 10 ans lorsque vous avez commencé à lui donner du clonazepam. Vous attendez-vous vraiment à ce que nous croyions qu'un médecin a prescrit des doses pour adultes de puissants médicaments anti-anxiété à un enfant de 10 ans? Le sang-froid de Marie s'est légèrement craqué. C'était un enfant très troublé. Si troublé qu'il devait être médicamenteux en conformité pendant que vous l'avez forcé à se brûler avec de l'alcool à friction.
J'essayais de l'aider en lui faisant croire que les sentiments normaux étaient le péché en lui enseignant la maîtrise de soi. Madame Ridgway, vous avez forcé votre fille de 11 ans à participer aux abus de votre fils. Vous avez fait de sa note ses blessures pour vous assurer qu'il infligeait suffisamment de douleur sur lui-même. Comment cela aide-t-il quelqu'un? Marie a regardé son avocat, la panique traversant son visage. J'enseignais à mes 2 enfants la propreté et l'autodiscipline. Vous leur enseignez que l'amour implique de la douleur et qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à leurs propres sentiments. L'objection subie, mais les dégâts ont été causés. Marie s'était révélée comme quelqu'un qui pouvait rationaliser quoi que ce soit, qui pourrait faire en sorte que l'abus soit un amour avec les bons mots. Je crois qu'Oliver a besoin de structure et de discipline. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Croyez-vous toujours qu'il a besoin de se brûler? Marie a regardé Kendra pendant un moment longtemps. Je crois que les enfants doivent apprendre que les actions ont des conséquences, y compris les conséquences en avant. La propreté et l'autodiscipline. Le parking, ses talons cliquant sur le béton. Crie Joey. Elle s'arrêta, sa main se resserrant sur son sac. Oui, FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude sur ordonnance, mise en danger des enfants et complot en vue de commettre une fraude. Le premier agent, un grand homme aux cheveux gris, a sorti ses menottes. Vous avez le droit de rester silencieux. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Le sang-froid de Marie a finalement craqué. C'est fou. J'essayais d'aider mon fils. Madame, vous devez mettre vos mains derrière votre dos. Je veux appeler mon avocat. Vous pouvez l'appeler. Depuis la gare. Daniel ressentait une sombre satisfaction alors qu'il regardait Marie être menottée. Derrière lui, Oliver et Naomi se tenaient avec le docteur Martinez, regardant l'arrestation de leur mère avec des expressions de confusion et de soulagement. Va-t-elle en prison? Demanda Naomi. Pendant longtemps. Daniel a dit, et nous? Vous restez avec moi. Le deuxième agent du FBI, une jeune femme aux yeux pointus, a approché Daniel. Monsieur Ridgway, je suis l'agent Martinez. Nous devrons à nouveau interroger les enfants pour l'affaire fédérale. Ils ont réussi assez. Je comprends, mais la fraude sur ordonnance est un crime fédéral, et nous avons besoin de leur témoignage pour nous assurer qu'elle sert de temps sérieux. Daniel a regardé Oliver, qui regardait la camionnette où sa mère avait été emmenée. Mère. Maintenant, nous commençons à trouver comment être une famille. 2 jours plus tard, Daniel a reçu un appel du détective Morrison. Nous avons arrêté Charles Brennan ce matin. Qui? Chaz, sa colère de Marie. La partage de l'argent et de la fin de la vie. Prévoyez de voler son héritage. Et coopérer avec l'enquête. Il nous a donné des informations détaillées sur les plans de Marie. Que dit-il? Il dit que Marie lui a dit qu'Oliver était tellement endommagé par son état qu'il ne pourrait jamais fonctionner en tant qu'adulte. Elle prévoyait de le faire institutionnaliser une fois qu'il avait 18 ans. Daniel se sentait malade. Elle allait le mettre dans un hôpital psychiatrique. C'était le plan. Garder le médicamenteux et contrôlable jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour être engagé en permanence. Et Naomi, elle allait utiliser Naomi comme témoin de l'incompétence d'Oliver. Formella a témoigné que son frère était dangereux et instable. Daniel a raccroché le téléphone et s'est assis dans sa cuisine, fixant le mur. Marie n'avait pas seulement abusé d'Oliver. Elle avait systématiquement détruit son avenir, mais elle avait échoué. Oliver était en sécurité maintenant, et il se renforce chaque jour. Les brûlures sur ses bras guérissaient et il apprenait à faire à nouveau confiance à ses propres sentiments. Marie allait passer les 20 prochaines années en prison fédérale, et Daniel allait assurez-vous qu'Oliver et Naomi ont grandi en sachant qu'il y avait des points d'amour. 6 mois plus tard, Daniel se tenait dans la maison d'hôte rénovée, regardant Oliver sable dans une poutre en bois. Le garçon avait grandi 3 ans et a mis 20 livres depuis son arrivée vivre avec lui. Ses bras étaient encore marqués, mais il n'a plus essayé de les cacher. J'ai l'air bien, gamin. Oliver leva les yeux. Son visage strié de sueur. Merci. Je pense que je comprends ça. Tu es un naturel. Ton père serait fier. Ouais, je pense qu'il le ferait. Naomi est venue en courant de la maison principale, ses cheveux volant derrière elle. L'oncle Dan, l'avocat, Daniel, j'ai juste accepté une pliant. Soulevé de poids de ses épaules. Le juge a licencié les droits parentaux de Marie.
Les documents d'adoption sont prêts pour votre signature. Daniel a regardé par la fenêtre d'Oliver et Naomi, qui travaillent maintenant ensemble pour déplacer une planche lourde. Quand pouvons-nous le rendre officiel? Demain. Si vous voulez. Je peux faire déposer les papiers à midi. Faites-le. Ce soir-là, Daniel s'est assis sur son porche avec Oliver et Naomi, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes orange et or. Ils avaient traversé l'enfer ensemble, mais ils sortiraient plus forts. Oncle Dan. Oliver a dit, oui, j'ai pensé à ce que maman disait sur le péché se propageant dans les airs. Daniel tendu. Et ça? Je pense qu'elle avait peut-être raison sur quelque chose qui se propage, mais ce n'était pas un péché. Qu'est-ce que c'était? L'amour. Je pense que l'amour se propage dans les airs parce que depuis que je suis venu ici, je peux le sentir plus fort. Daniel a mis son bras autour des épaules d'Oliver. Tu sais quoi? Je pense que tu as raison. Naomi s'est recroquevillée contre l'autre côté de Daniel. Allons-nous vraiment être une famille? Nous sommes déjà une famille. Demain, nous allons simplement le rendre officiel. Et si maman revient? Elle ne le fera pas. Elle ne peut pas. Elle va être en prison pendant très longtemps. Bon. Oliver a dit, parce que je ne veux plus être propre. Je veux être sale comme des enfants normaux. Daniel rit, le son résonnant à travers la vallée. Oliver, tu pourrais être aussi sale que tu veux. Vous pouvez rouler dans la boue et jouer dans la saleté et suivre tout dans la maison. Vraiment? Vraiment? Être sale fait partie de devenir un enfant. Oliver sourit le monde. Cela. Jamais eu auparavant. Vous corrigez ce qu'elle a cassé, avait déclaré Oliver. Mais Daniel connaissait la vérité. Oliver s'était réparé. Daniel venait de lui remettre le marteau.